La Bourgogne joua longtemps un rôle majeur dans l'histoire de la France. C'est une région fertile et qui fut longtemps bien peuplée par rapport au reste du pays. Elle bénéficie en plus d'un emplacement stratégique au carrefour de grands fleuves et rivières et des grandes routes continentales. Ce que peu de gens savent, c'est que son développement commença bien avant le Moyen Âge. Dès l'époque celtique la plus ancienne, elle est le siège d'une culture raffinée, qui s'illustre dans les célèbres découvertes faites à Lavaux et à Vix, où des aristocrates se firent enterrer avec de riches parures et des vaisselles importées de Méditerranée. À la veille de la conquête romaine, la région est dominée par deux peuples majeurs, les Lingons et les Éduins. Nous reviendrons sur les Lingons une prochaine fois, car cette vidéo a pour but de traiter des Éduins et de leur confédération. Si les Arvernes étaient parvenus à attirer autour d'eux de nombreux peuples à l'ouest du Rhône, les Éduins le firent au nord de ce fleuve et jusque dans la vallée de la Seine. Les deux peuples étaient d'ailleurs des ennemis farouches, dont la détestation mutuelle profita de nombreuses fois aux Romains dans leur entreprise de conquête. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, qui traitera des Gaulois de Lyon à Paris, suivant les cours du Rhône, de la Saône, de l'Yonne et de la Seine. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Ça m'aidera énormément pour pouvoir rendre ce travail plus visible. Bonne vidéo à tous. Les Ségusiaves peuplaient un territoire correspondant au département actuel de la Loire et du Rhône. Leur nom voudrait dire en celte « les dignes de victoire ». Leur capitale pré-romaine était probablement l'oppidum d'Essalois, près de Saint-Étienne. Selon des découvertes faites depuis les années 80, Lyon témoigne aussi de la présence d'un oppidum gaulois, et aurait pu être un site sacré, comme son nom antique l'indique, Lugdunum, la colline sacrée de Lug. Peuple secondaire, enclavé entre les mastodontes Arvernes et Éduins, ils sont généralement considérés comme un peuple client qui a oscillé entre l'influence des deux peuples. Leur territoire, situé à cheval sur les deux cours d'eau majeurs que sont la Loire et le Rhône, leur donnait une place avantageuse au sein des grands flux commerciaux qui traversaient la Gaule. Ils pouvaient en effet capter les denrées méditerranéennes remontant le Rhône, puis les négocier avec les peuples plus au nord via les vallées de la Loire et de la Saône. Ils profitèrent d'abord, entre les 5e et 2e siècles avant Jésus-Christ, du négoce du vin sur le Rhône, dominé par la cité grecque de Marseille. Puis, lorsque les Romains s'emparèrent en 121 avant Jésus-Christ de la Gaule du Sud, ils bénéficièrent du flux de denrées italiennes, qui se répandait depuis la nouvelle province de Narbonnaise. Lorsque César entame sa guerre des Gaules, les Ségusiaves sont clients des Éduins, qui sont eux-mêmes alliés à Rome. En 52 avant Jésus-Christ, les Éduins changent de camp, passant du côté de Vercingétorix après sa victoire à Gergovie. Les Ségusiaves jouent alors un double jeu, fournissant des troupes aux Éduins, mais se gardant bien de rentrer dans un conflit ouvert avec Rome, qui leur serait dommageable économiquement. Jusqu'au bout du conflit, César considère les Ségusiaves comme amis du peuple romain. On sait aujourd'hui, via l'archéologie, que ceux-ci avaient commencé à se romaniser avant même la fin de l'indépendance, avec par exemple les premières cultures de vignes présentes dans la région dès le 1er siècle avant Jésus-Christ. Après la conquête, l'oppidum d'Essalois est progressivement abandonné et la capitale ségusiave est déplacée à 35 km au nord, à Feurs, au bord de la Loire. Feurs donnera son nom à la région historique du Forez, qui correspond à une bonne partie de l'ancien territoire ségusiave. La région qui correspond au Lyonnais connaît un destin bien plus illustre. Lyon, de par sa position stratégique à la croisée des 4 provinces de Gaule, mais aussi à la confluence du Rhône et de la Saône, devient la capitale symbolique du pays à partir d'Auguste. Elle en devient aussi la capitale spirituelle. On y trouvait le sanctuaire fédéral des Gaules, où chaque cité gallo-romaine envoyait un délégué
pour y rendre le culte aux dieux et empereurs romains. Lyon se distinguait aussi par sa population. De par son cosmopolitisme, elle était très différente des populations autochtones qui l'entouraient. Elle a d'abord attiré de nombreux colons italiens, puis, grâce à son importance politique, des habitants des 4 coins de l'Empire, dont de nombreux Grecs. On estime qu'à certaines périodes, les Grecs constituaient un quart de la population lyonnaise, ce qui expliquerait pourquoi les premiers martyrs chrétiens de Lyon portaient des noms grecs. Ainsi Lyon, puis de Lyonnais, finirent par totalement se distinguer de l'ancien territoire ségusiave, qui ne survécut que dans le Forez. Les Ambares occupaient un territoire centré sur l'actuel département de l'Ain, et qui dépassait un peu sur le département du Rhône. Leur nom voudrait dire en celte « ceux qui vivent des 2 côtés de l'Arare », qui est l'ancien nom de la rivière Saône. Ce nom est néanmoins étrange, car les Ambares ne contrôlaient pas vraiment les 2 bords de la Saône, mais véritablement que le bord oriental. Cela voudrait dire soit que le territoire des Ambares fut un temps plus étendu à l'ouest, soit que l'Arare désignait aussi une autre rivière, peut-être l'Ain qu'ils contrôlaient là totalement. Dans cette région qu'on appelle la Bresse, entre la Saône et le massif du Jura, s'étendait une vaste zone marécageuse, qui existe encore en partie aujourd'hui. C'était donc une zone peu propice à l'installation humaine, et qui devait être peu densément peuplée à l'époque gauloise. Malgré les traces d'occupation gauloise qui parsèment leur territoire, leur capitale demeure inconnue. Ils laissèrent cependant une trace dans la toponymie locale, via les villages nommés Ambérieux, Ambronais, Ambutrix ou encore Ambléon. Les Ambares sont décrits par César comme clients des Éduins, et apparemment de même souche, c'est-à-dire partageant des ancêtres communs dont ils avaient encore le souvenir. Enclavés entre 4 peuples puissants et batailleurs, les Éduins, les Allobroges, les Séquanes et les Helvètes, le territoire des Ambares se trouvait souvent sur leur chemin lorsqu'ils décidaient de s'affronter les uns les autres. Ainsi, lorsqu'en 59 avant Jésus-Christ, les Helvètes décident de migrer vers l'ouest, le territoire Ambare subit le premier le pillage, ce qui pousse leurs maîtres les Éduins à appeler Rome à l'aide, initiant le début de la guerre des Gaules. Les Ambares sont aussi connus pour avoir prétendument participé à l'invasion gauloise du nord de l'Italie, au IVe siècle avant Jésus-Christ. 300 ans donc avant la guerre des Gaules. Certains Ambares se seraient installés dans la région de Milan, où ils auraient fusionné avec le peuple des Insubres, un autre peuple gaulois originaire du centre de la France. Avant la Bourgogne, qui tire son nom du peuple germanique des Burgondes, la région était dominée par les Éduins. Le territoire de ceux-ci, centré sur les actuels départements de la Saône-et-Loire et de la Nièvre, comptait aussi des parties de l'Yonne, de la Côte d'Or et de l'Allier, ce qui correspond à une bonne partie de la Bourgogne historique. Leur nom voudrait dire en celte les Ardents, ou encore les Hommes de Feu, une référence sûrement à l'activité métallurgique intensive pratiquée par ce peuple, dont l'archéologie a apporté de nombreux témoignages. Les Éduins exploitaient effectivement les monts de Morvan pour leurs métaux, entre autres de l'or, de l'argent, du cuivre et du fer. Leur capitale était Bibracte, un vaste oppidum parmi les plus peuplés de la Gaule indépendante et aujourd'hui un site archéologique célèbre, étudié depuis l'époque de Napoléon III. On estime qu'environ 10 000 personnes ont pu vivre dans cet oppidum lors de ces périodes les plus fastes. D'autres oppidas éduins nous sont connus, dont certains ont donné naissance à des villes encore peuplées aujourd'hui, telles que Mâcon, Auxerre, Chalon-sur-Saône ou encore Avallon. Des peuples mineurs seulement mentionnés par César, tels que les Aulerques Branovis, les Ambivarettes et les Blanovis, semblent avoir vécu aux marges de leur territoire,
mais leur localisation incertaine fait que j'ai dû les retirer de ce classement. Les Éduins étaient des ennemis traditionnels des Arvernes d'Auvergne et des Séquanes de la région de Besançon, contre qui ils rivalisèrent pour la place de peuple gaulois le plus dominant. Leur antagonisme envers les Arvernes est sûrement la raison principale de leur alliance officielle avec Rome, à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, les Arvernes sont le peuple le plus puissant de Gaule, contrôlant un réseau de clients et d'alliés s'étendant sur tout le Massif central et même jusqu'au bord de la Méditerranée. À partir de 125 avant Jésus-Christ, les Romains envahissent la Gaule du Sud sous prétexte de venir en aide à la cité grecque de Marseille, alors menacée par les Gaulois de Provence. Les Arvernes, qui ne voient pas d'un bon œil cette intervention et qui ont des alliés dans la région, entrent en guerre contre Rome. Ils sont battus avec leurs alliés les Allobroges de l'actuelle Savoie lors de la bataille du Confluent en 121 avant Jésus-Christ, près de Valence dans la Drôme. Ils perdent alors une grande partie de leur pouvoir, ainsi que leur roi, Bituitos, capturé et retenu en otage en Italie. Cela les poussa à changer de système politique, adoptant un système oligarchique connu sous le nom de Vergobreta. La déconfiture des Arvernes profita grandement aux Éduins, qui devinrent le nouveau peuple dominant de la Gaule centrale pour plusieurs décennies. Ils s'attachèrent à leur tour un réseau de clients et d'alliés, s'étendant des rives du Rhône jusqu'à celles de la Loire et de la Seine. Leur alliance avec Rome était donc naturelle, car elle leur apportait plus qu'elle ne leur portait préjudice. Elle leur permettait, entre autres, d'importer de nombreux produits italiens, en grande majorité du vin, qu'ils pouvaient ensuite faire circuler en Gaule, en tirant de nombreux bénéfices au passage. La prospérité du commerce permit aux élites éduennes de s'enrichir et d'adopter des pratiques méditerranéennes, avant même d'être annexées par Rome. C'est sûrement pour cela qu'à une date inconnue, la monarchie traditionnelle est, de la même façon que chez les Arvernes, abandonnée au profit d'une oligarchie nobiliaire. Ce système politique fait que beaucoup de personnages aux intérêts contraires ont gravité autour du pouvoir éduin, dont des pro- et anti-romains, comme le relate César. Un trop-plein de personnages qu'il serait pénible de détailler dans cette vidéo, tant elle est déjà chargée en informations. Mais sachez que César donne le nom de nombreux notables éduins dans ses mémoires. Au début des années 50 avant Jésus-Christ, le peuple des Helvètes, venus de l'actuelle Suisse, ambitionne de migrer en masse jusqu'à l'océan Atlantique. Les Éduins, qui se trouvent sur leur passage, se sentent grandement menacés. Ils font donc appel à Rome, et c'est Jules César, alors gouverneur de la Gaule méridionale, du nord de l'Italie et des Balkans, qui leur répond. Le prétexte lui est alors donné pour entamer sa guerre des Gaules. Sous prétexte de défendre l'allié éduin, il va s'atteler à soumettre un à un les peuples qui se trouvent sur son passage. Les Éduins et leurs clients collaborent pendant la quasi-intégralité du conflit, mais celui-ci s'enlise sur pratiquement 10 ans, provoquant une lassitude chez de nombreux Gaulois. En 53 avant Jésus-Christ, Vercingétorix se fait proclamer roi des Arvernes et entreprend une politique de fédération des peuples gaulois. Lorsqu'il vainc César à Gergovie, durant l'été 52, les Éduins changent de camp. Un choix qui ne leur profitera pas, car Vercingétorix est vaincu peu de temps après, à Alésia, pratiquement sur le territoire éduin. Ils se virent donc contraints de reprendre le camp des Romains, mais cette fois en tant que vaincus. Ils furent annexés purement et simplement, comme les autres peuples gaulois, et perdirent nombre de leurs privilèges passés avec Rome. Néanmoins, César ménagea son ancien allié, et rien n'indique que les Éduins subirent le pillage. Il aurait même passé l'hiver à Bibracte, le temps de constater la soumission des Gaulois,
et de rédiger ses fameuses mémoires sur la guerre qu'il venait d'achever. À l'époque d'Auguste, la ville d'Autun est fondée dans la plaine, puis devient la nouvelle capitale. Bibracte finit par être abandonné en quelques générations. Si le nom des Éduins dut se perpétuer dans ce territoire durant tout l'Empire romain, il finit par s'effacer au profit de celui des Burgondes. Ces derniers sont un peuple germanique venu de Scandinavie qui migra vers la Gaule à partir du 5e siècle de notre ère, à l'époque des grandes invasions barbares. Ils formèrent un royaume qui devint indépendant à la chute de l'Empire romain d'Occident. L'impact des Burgondes sur la région fit peu à peu oublier l'héritage et le nom des anciens peuples gaulois. Les Mandubiens étaient un peuple mineur qui occupait la région de l'Auxois, dans le département de la Côte d'Or. On les connaît grâce à César, qui en fait les maîtres du célèbre oppidum d'Alésia. Il faut cependant garder à l'idée que la localisation d'Alésia, sur les hauteurs de l'actuelle Alise-Sainte-Reine, est encore parfois contestée, même si cela reste un avis aujourd'hui minoritaire. Le nom des Mandubiens voudrait dire en celte ceux qui chevauchent des poneys. Certaines théories, basées sur les découvertes archéologiques, en font une partie du peuple des Lingons, l'autre grand peuple gaulois de Bourgogne, qui serait passé dans l'orbite des Éduins à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ. Pour faire simple, les seigneurs d'Alésia auraient pris en autonomie vis-à-vis de leur pays traditionnel et seraient passés sous la protection des Éduins, devenant ainsi leurs clients. On ne sait pas grand-chose de plus sur leur histoire jusqu'au fameux siège. Celui-ci prend place à l'été 52 avant Jésus-Christ. Pour s'épargner un échec similaire à celui de Gergovie, César s'attache à créer tout un réseau de fortifications autour de l'oppidum, afin d'empêcher les Gaulois de sortir se ravitailler ou d'être rejoints par d'autres armées. Les Gaulois comprennent alors qu'ils vont devoir se serrer la ceinture et font partir femmes, enfants et vieillards, comptant sur la mansuétude des Romains pour les laisser passer. Mais César refuse, les laissant mourir de faim dans l'espace entre les remparts gaulois et les palissades romaines. Une armée gauloise, colossale si l'on en croit César, tenta bien de briser le siège, menant à une bataille féroce qui dura une journée et une nuit. Des pertes humaines importantes furent à constater des deux côtés, mais les Gaulois furent finalement vaincus. Voyant ses alliés partir depuis les remparts, Vercingétorix tenta lui-même une percée, sans succès. À la suite de cet épisode, et devant la famine qui commençait à se faire ressentir, Vercingétorix capitula. Si vous souhaitez en apprendre plus sur la vie de ce roi, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les Arvernes, où elle y est détaillée. Alésia ne se relèvera jamais de ce siège, la majorité de la population étant morte de faim, et le reste dispersé après le siège. Les Mandubiens disparurent donc avec leur ville, et leur territoire aurait été partagé entre celui des Éduins et des Lingons sous l'Empire, passant sous la juridiction d'un peuple ou de l'autre en fonction des périodes. Nous rentrons avec les Sénons dans la vallée de la Seine. Ils peuplaient un territoire à cheval sur les départements actuels de l'Yonne, de la Seine-et-Marne, de l'Essonne, du Loiret et de l'Aube. Leur nom veut dire en celte « les anciens », sûrement pour souligner une présence ancestrale sur leur territoire. Leur capitale était Sens, à qui ils ont donné leur nom. Ils fondèrent aussi Melun sur une île de la Seine, ainsi que d'autres oppidas. Ils ne donnèrent pas leur nom à la Seine comme on pourrait le croire, car celle-ci tire son nom de Secana, qui a vraisemblablement une origine antérieure à l'arrivée des Celtes dans la région, et qui était aussi attribuée à une divinité féminine. Les Sénons sont qualifiés par César comme faisant partie des peuples les plus puissants de Gaule. Membres de la confédération éduenne, ils l'étaient plus en tant qu'alliés que clients, c'est-à-dire qu'ils ne leur versaient pas de tribut.
Les Parisii, sur lesquels nous allons venir, étaient clients des Sénons. En quelque sorte, peut-on dire qu'à l'époque gauloise, Paris était vassal de Sens. Les Sénons sont avant tout connus pour avoir fait partie aux côtés des Ambares de l'invasion gauloise du nord de l'Italie. C'est un chef sénon, Brennos, qui aurait ordonné le pillage de Rome en moins 390, donnant naissance à la légende des oies du Capitole. Les Romains réfugiés sur la colline du Capitole auraient été avertis par les cris des oies de la tentative d'intrusion des Gaulois durant la nuit, permettant d'organiser la défense de la colline. Rome aurait tout de même dû capituler et aurait payé à Brennos un lourd tribut, que celui-ci reçoit en prononçant sa réplique légendaire « Vae victis, malheur aux vaincus ». Les Sénons se taillent ensuite un royaume au bord de l'Adriatique, dans les régions actuelles de Romagne et des Marches, fondant au passage la ville de Senigallia. Pour en revenir aux Sénons de Sens, car ils ne partirent pas tous pour l'Italie, ils sont dans les premières années du conflit fidèles à Rome. Sens, leur capitale, devient même le quartier général des troupes romaines en Gaule du Nord, lorsque César part affronter les peuples belges. Mais les Sénons, dirigés par un roi fantoche et pion des Romains, finissent par le renverser en 52 avant Jésus-Christ, lassés par les exactions qui frappent la Gaule. Les sièges sanglants de Chartres et de Bourges sont notamment la raison qui pousse de nombreux Gaulois à entrer en révolte ouverte. Ils rejoignirent alors la résistance de Camulogénos, une sorte de Vercingétorix de la vallée de la Seine. Tandis que César était occupé en territoire arverne, où il s'apprêtait à mener la bataille de Gergovie, son lieutenant, Labienus, est envoyé réprimer les Gaulois de la Seine. Camulogénos pratiqua la tactique de la terre brûlée, détruisant les habitations et les récoltes à l'approche des Romains pour les empêcher de se ravitailler, tout en se cachant dans le pays. Paris et Melun sont donc à cette période brûlés et abandonnés volontairement par les Gaulois. Labienus finit tout de même par réussir à attirer par la ruse l'armée de Camulogénos aux alentours de Paris, déclenchant la bataille de Lutèce. L'armée gauloise est écrasée, et Camulogénos meurt dans la bataille. La coalition des peuples de la Seine est annihilée. Jules César, de son côté, subit la défaite de Gergovie et se replie vers Sens. Il y fait jonction avec l'armée de Labienus, réunit les bagages et les troupes, et décide de se replier au plus vite vers le sud pour atteindre le territoire romain. Vercingétorix parvient à intercepter son armée près de Dijon, mais il est battu et contraint de se replier vers la place forte d'Alésia, non loin, où César décide de mener le siège. Les Sénons, de leur côté, débarrassés des Romains, envoyèrent des troupes rejoindre l'armée de renfort, visant à libérer Alésia. Mais on l'a vu, celle-ci échoua à briser le siège. Enfin, même après ce siège qui est vu comme le point final du conflit, une troupe d'irréductibles Sénons refusa de capituler. Menée par le noble Drapès, elle rejoignit la dernière poche de résistance, menée par les Cadurques et leur chef, Lucterios, avec qui ils tinrent encore plusieurs mois la forteresse d'Uxellodunum. Les Parisii, ou Parisiens, ont donné naissance, comme leur nom l'indique, à ce qui deviendra la mondialement célèbre capitale de la France. Leur territoire était donc centré sur ce qui est aujourd'hui la mégalopole de Paris, avec tous ses arrondissements, mais aussi sur une bonne partie de la région parisienne. Le sens de leur nom est encore débattu, mais les hypothèses les plus probables pencheraient en faveur des chefs ou alors des chaudronniers, le chaudron ayant une grande portée symbolique dans la mythologie celtique. La capitale des Parisii était donc Paris, Lutèce à l'époque gauloise, où l'essentiel de la population peuplait l'île de la Cité. En plus de Paris, une grande ville gauloise a été découverte à Nanterre, lors de la construction de l'autoroute A86.
Certains spécialistes pensent qu'il s'agit de la lutèce des écrits de César, avant que celle-ci ne soit totalement déplacée sur l'île de la Cité à l'époque romaine. Comme mentionné précédemment, les Parisis étaient clients des Sénons, qui eux-mêmes faisaient partie de la confédération éduenne. Selon César, les Parisis et les Sénons auraient par le passé formé un seul et même peuple, et se seraient distingués politiquement peu de temps avant la conquête. Habitant un territoire pauvre en ressources et à cette époque grandement marécageux, ils se seraient tournés vers le commerce fluvial, en particulier en aidant à faire circuler, via la Seine, les métaux venus de Grande-Bretagne vers l'intérieur de la Gaule. Ces marchands bateliers, connus sous le nom de nautes ou nautonniers, étaient d'ailleurs toujours en activité sous l'Empire romain, où ils possédaient le monopole du commerce sur la Seine. Cet enrichissement par le commerce pourrait expliquer leur prise en autonomie vis-à-vis des Sénons. Une richesse qui s'illustrerait par le fait que les Parisis aient frappé quelques décennies avant la conquête de superbes pièces d'or, plus raffinées et précieuses que celles des Sénons. César choisit Lutèce en 53 avant Jésus-Christ pour tenir une grande assemblée où il entend voir les Gaulois de la région venir lui témoigner leur soumission. On pense qu'il choisit le site pour son emplacement stratégique et l'apparente neutralité dont ont fait preuve les Parisis jusque-là. On sait peu de choses ensuite sur eux, en dehors de leur participation au soulèvement de Camulogénos et à la bataille de Butèce qui a lieu sur leur territoire. Ils auraient incendié volontairement leur ville qui, dit-on, se trouvait sur une île sur la Seine. Il s'agit donc très vraisemblablement de l'île de la Cité. La forte urbanisation moderne de la région aide peu aujourd'hui à localiser les sites antiques, qui sont parfois découverts lors de grands travaux d'aménagement. Il y a donc encore beaucoup à découvrir dans cette contrée qui devient bien plus tard l'épicentre de la monarchie capétienne, puis de la République française. Un autre peuple celtique portait le même nom, cette fois en Grande-Bretagne, dans la région du Yorkshire. Une théorie avance que les Parisis pourraient être originaires de Belgique, et qu'ils se seraient séparés en deux branches, l'une migrant vers la Grande-Bretagne et l'autre vers la vallée de la Seine. Cela ne reste qu'une théorie qui n'est validée par aucune preuve archéologique. De plus, rien n'empêcherait deux peuples celtes d'avoir porté le même nom, sans forcément avoir de lien de parenté avéré. Deux peuples de la région, qui sont connus pour avoir dirigé chacun une cité gallo-romaine durant l'Empire, sont inconnus des sources avant la conquête romaine. Il s'agit des Tricasses, centrés sur la ville de Troyes et le département de l'Aube, et des Meldes, peuplant la ville de Meaux, dans le département de la Seine-et-Marne. On pense aujourd'hui que ces peuples sont nés de la réorganisation administrative qui eut lieu au 1er siècle de notre ère, sous l'empereur Auguste. Ainsi, le territoire des Tricasses aurait par le passé possiblement fait partie de celui des Lingons, de la région de Langres, tandis que celui des Meldes aurait été rattaché à celui des Suessiens, de la région de Soissons. Peut-être s'agissait-il de tribus mineures préexistantes à la conquête, qui prirent donc en autonomie sous l'Empire jusqu'à diriger leur propre cité. Ainsi s'achève la série de vidéos sur la Gaule aquitaine. Si vous avez manqué mes dernières vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, car elles traitent des Basques antiques au sud de la Garonne et des nations celtes entre Loire et Garonne. Les prochaines vidéos traiteront de la Gaule celtique telle qu'elle fut définie à l'époque d'Auguste, c'est-à-dire les territoires entre Rhône, Seine et Loire. On passera donc dans la région lyonnaise, mais aussi dans des territoires variés comme la Bourgogne, la vallée de la Loire, l'Armorique, et à la prochaine.